Cette fois, nous allons revenir aux origines de l'aéronavale française, avec le Béarn, le tout premier porte-avions français. Un navire au destin chaotique, né des bouleversements de la Première Guerre mondiale. Quasiment oublié aujourd'hui, il fut pourtant jusqu'aux années 1960 le seul porte-avions français construit par la France. On peut sans exagération dire qu'au début du XXe siècle, la France est le bouillonnant berceau de l'aviation. S'y côtoient les légendaires pionniers Santos Dumont, Farman, Blériot, Voisin, Caudron et bien d'autres, repoussant sans cesse les limites. Toujours plus haut, plus vite, plus loin. Il n'est donc pas étonnant que le premier à théoriser ce qui deviendra le porte-avions soit français. Dès 1909, Clément Ader, considéré par certains comme le premier homme à avoir fait décoller un avion, imagine déjà l'avenir de la guerre navale. Dans son livre « L'aviation militaire », il explique qu'une flotte d'avions pourrait endommager, voire couler un cuirassé, mais qu'en pleine mer, un problème apparaît. Où les faire atterrir et les ravitailler. Sa réponse est alors révolutionnaire. Un bateau porte-avions. Ader décrit un navire au pont entièrement plat, dégagé de tout obstacle, avec des avions stockés sous le pont et une grande trappe étanche permettant de refermer l'ouverture. Il annonce déjà que ces avions serviront à repérer les flottes ennemies et surtout à attaquer les navires avec des torpilles. L'année suivante, le ministre de la Marine met en place une commission chargée d'étudier l'intérêt d'une aviation navale. De l'autre côté de l'Atlantique, l'américain Eugene Burton Ely réalise en novembre 1910 le premier décollage depuis un navire, puis le premier atterrissage en janvier 1911. Ces démonstrations incitent la France à transformer en 1911 le croiseur auxiliaire Foudre en porte-hydravion expérimental. C'est le premier porte-hydravion au monde, faisant suite à l'invention de l'hydravion par Henri Fabre en 1910. La Foudre démontre l'intérêt de l'aviation embarquée pour la reconnaissance maritime. Mais rapidement, il montre ses limites. N'ayant pas de pont d'envol, les hydravions doivent être mis à l'eau pour décoller, et la récupération est longue et difficile. On ajoute alors une plateforme à l'avant pour permettre les décollages depuis le navire. Si le premier essai en mai 1914 est un succès, le mois suivant, une autre tentative est un échec. Puis vient la Première Guerre mondiale en août, et on a alors bien d'autres priorités. Si bien que lorsque la guerre prend fin, 4 ans plus tard, la situation en est au même point. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté de la Manche. Dès 1915, la Royal Navy utilise des avions embarqués pour contrer les zeppelins allemands. Conduisant au HMS Furious en 1917, puis à l'Argus en 1918, premier navire doté d'un pont d'envol continu. Cette même année, ils avaient lancé la construction du premier porte-avions conçu comme tel dès l'origine, tous les autres étant des conversions, le Hermès. La France semble alors clairement distancée. En 1920, une délégation se rend donc en Grande-Bretagne pour observer l'Argus. Impressionnée, elle recommande de développer un navire similaire. Et justement, la France avait sur les bras les 5 coques des cuirassés de classe Normandie, dont elle ne savait pas quoi faire. Commandées en 1912, leur construction avait été interrompue par le déclenchement de la guerre. En mars 1920, une étude est lancée pour transformer le Béarn en navire d'aviation d'escadre. Il est choisi car c'est le moins avancé des Normandies, et donc le plus facile à modifier. Il est lancé le 15 avril 1920 à la Seine-sur-Mer, principalement pour libérer la cale qu'il occupe. À ce stade, la coque est achevée à environ 10% et les machines à 25%. Le projet reste très incertain. Le concept même de porte-avions est encore extrêmement récent et son utilité fait débat, notamment face aux partisans du cuirassé qui font tout pour le torpiller. Malgré cela, le capitaine Paul Teste mène des essais sur la coque incomplète du Béarn équipée d'une plateforme improvisée. Le 20 octobre 1920, il réalise le premier décollage et atterrissage depuis le navire. Les essais se poursuivent en 1921, malgré des moyens limités. En 1921, un rapport confirme l'intérêt du projet. Construire un porte-avions neuf prendrait 5 ans, contre 2 prévus pour le Béarn, et coûterait bien plus cher. De plus, devant l'évolution rapide de l'aviation, le nouveau navire serait probablement déjà obsolète à son entrée en service. Il faut cependant encore attendre 1922 pour que la situation se débloque.
En effet, si la marine hésite toujours entre porte-avions et cuirassés, en février 1922, le traité naval de Washington est signé. Se retrouvant limité à 175 000 tonnes de navires de ligne, terminer les Normandies, dont les plans datent d'avant la Première Guerre mondiale, n'a aucun sens. En revanche, la France reçoit un quota de 60 000 tonnes de porte-avions. D'autres marines à travers le monde convertissent alors leurs cuirassés en porte-avions, et la France décide définitivement de convertir le Béarn en porte-avions. Ces 4 sister ships sont ferraillés et une partie de l'équipement est réutilisée pour le compléter. Le Béarn est alors avant tout un prototype. Il doit permettre d'obtenir de l'expérience en matière de construction de porte-avions, ainsi que de tester les possibilités de l'aéronaval embarqué. Ainsi, dès le programme de 1922, il est prévu que l'expérience obtenue serve à construire 2 croiseurs porte-aéronefs totalement nouveaux de 30 000 tonnes, soit les 60 000 tonnes autorisées par le traité de Washington, et dont l'un doit remplacer le Béarn. Béarn qui est officiellement commandé en août 1923 pour une livraison prévue en 1925. Mais comme souvent avec les projets innovants, les délais s'allongent fortement. Les plans définitifs ne sont ainsi validés qu'en décembre 1926 et il ne rentrera en service qu'en mai 1928. Le Béarn mesure 182,60 mètres de long, pour une largeur maximale de 35,20 mètres et un tirant d'eau de 7,90 mètres. Il déplace 22 500 tonnes à charge standard et 28 900 tonnes à charge maximale. À l'origine, son équipage compte 875 hommes, réduit à 651 en 1943. Comme l'avait imaginé Clément Ader, les premiers porte-avions possédaient un pont entièrement plat, comme l'Argus. Puis apparurent les îlots et cheminées latérales. Le Béarn adopte une configuration décalée à tribord pour gêner le moins possible le pont d'envol. Lors de la refonte de 1944, des radars d'alerte précoce et de recherche sont installés sur l'îlot. Après de longues hésitations, le pont d'envol est finalement achevé avec une longueur de 180 mètres pour une largeur de 27 mètres. Pour faciliter les opérations aériennes, la poupe est inclinée vers la mer, chose assez classique pour l'époque. En revanche, le pont d'envol est protégé par un blindage de 24 mm, recouvert de 70 mm de bois. C'est le premier porte-avions au monde doté d'un pont blindé. À l'époque de sa conception, les avions sont encore légers, il ne reçoit donc pas de catapulte. Concernant l'appontage, il faudra attendre de longues années avant de disposer d'un système réellement efficace. Entre 1920 et 1929, il utilise un dispositif extrêmement rudimentaire. Des câbles transversaux reliés à des sacs de sable que le pilote doit accrocher à l'aide d'un crochet sous l'arrière du fuselage de l'appareil. Si ça permet d'arrêter les avions de l'époque, ça reste très imparfait. Il dispose également d'un rythme très lent, entre 6 et 7 minutes entre 2 appontages, d'autant que l'avion précédent doit obligatoirement d'abord être descendu au hangar pour libérer le pont. Fin 1929, il reçoit le novateur système de freinage Schneider-Fieux, reposant sur 5 câbles métalliques espacés d'une dizaine de mètres, tendus à travers le pont et reliés à des tambours via des poulies guides. Lorsqu'un avion accroche le câble, la friction ralentit progressivement l'appareil. Ce système est nettement plus sûr et plus efficace que le système improvisé précédent, et il permet de réduire de moitié le temps entre 2 appontages. Il est clairement en avance, le système vertical britannique ayant de gros problèmes de sécurité. Les marines américaines et japonaises finiront d'ailleurs par s'en inspirer, devenant progressivement un standard mondial encore utilisé aujourd'hui. Comme l'avait encore anticipé Ader, les porte-avions sont équipés d'ascenseurs pour transférer les avions entre le pont et le hangar. À cette époque, tous les porte-avions en possèdent 2, mais la marine française fait le choix d'en avoir 3 dans l'idée d'améliorer l'efficacité, ce qui ne sera pas une grande réussite. Chaque ascenseur est différent. L'ascenseur avant, le plus petit, est destiné aux chasseurs. Il a une configuration inhabituelle à 2 niveaux permettant le décollage lorsque l'ascenseur est en position basse. L'ascenseur central est destiné aux avions de reconnaissance. Il est assez lent, nécessitant 3 minutes pour un cycle, et pour permettre la poursuite des opérations aériennes, il a de lourdes portes à clapper au niveau du pont. Quant à l'ascenseur arrière, il est conçu pour les bombardiers torpilleurs. Encore plus lent, nécessitant 5 minutes, il possède les mêmes portes à clapper.
Ce système de portes, particulièrement complexe, alourdit encore le haut du navire, déjà fortement chargé avec l'îlot et la cheminée. L'ascenseur central sera finalement supprimé lors de la refonte de 1944. Les ascenseurs débouchent sur un hangar de 2418 m² divisé en 2 niveaux. Le hangar supérieur pour les appareils prêts au combat est donc subdivisé en 3 sections, le hangar inférieur destiné aux ateliers et aux installations d'entretien, d'assemblage et de stockage des avions. Le Béarn dispose ainsi d'une capacité totale d'environ 20 avions opérationnels et 20 à 30 démontés. Théoriquement, le Béarn devait accueillir une escadrille de chasse avec 6 avions, un de bombardier avec 9 avions et une de reconnaissance avec 5 avions, soit un total de 20 appareils. Mais en réalité, il sera en permanence en sous-effectif, ne dépassant que rarement les 17 appareils. De par la nature expérimentale du Béarn et des progrès rapides de l'aviation, une dizaine de modèles différents serviront à bord au fil des années, sans compter les prototypes non retenus. Mais s'ils furent régulièrement remplacés, globalement ils étaient inférieurs à ceux des autres grandes puissances. Les restrictions budgétaires de l'après-Première Guerre mondiale, combinées à la stratégie défensive française, notamment la très coûteuse ligne Maginot, font que les avions embarqués restent très loin des priorités. Si bien qu'au milieu des années 30, l'aéronavale française accuse un retard important sur les autres grandes marines. Pour ne rien arranger, les limitations du Béarn, notamment sa faible vitesse et son pont relativement court, le rendent rapidement inadapté aux évolutions de l'aviation, avec des avions toujours plus grands, plus lourds et plus puissants. Résultat, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, la France commande dans l'urgence des Vindicator et Wildcat américains pour équiper le Béarn et les futurs Joffre. Mais ils n'arriveront pas avant la capitulation. En plus de son groupe aérien, le Béarn est fortement armé. Si cela peut sembler étrange aujourd'hui, il faut comprendre qu'à l'époque, le porte-avions est une arme nouvelle, et aucune marine ne sait vraiment comment l'utiliser. Ainsi, ils sont armés pour pouvoir affronter directement d'autres navires. Une idée rapidement abandonnée face à la vulnérabilité évidente de ces grands bâtiments. À sa construction, l'armement du Béarn est ainsi équivalent à un croiseur léger. Avec 8 canons de 155 mm modèle 1920 répartis en casemates au coin de la superstructure pour se défendre contre les attaques de torpilleurs. Il tire des obus de 56 kg à une portée de 26 km à l'élévation maximale de 40 degrés, ont une rotation de 140 degrés et une cadence de 3 à 5 coups par minute. Il s'agit donc des mêmes que l'armement principal des croiseurs Duguay-Trouin. Pour la défense anti-aérienne, on trouve 6 canons de 75 mm modèle 1922-24, avec 2 de chaque bord à l'avant et 1 de chaque bord à l'arrière. Ils tirent un obus de 6 kg jusqu'à 14 km à 40 degrés, ont une rotation de 150 degrés et une cadence de 8 à 15 coups par minute. Ils seront remplacés en 1935 par 6 canons modèle 1927 de 100 mm sans changer leur disposition. Ces derniers ont un angle d'élévation bien supérieur, atteignant 85 degrés, une rotation de 360 degrés et une cadence de 10 coups par minute. Il y a également 8 canons de 37 mm modèle 1925 tirant jusqu'à 8 km avec une cadence de 15 à 21 coups par minute. Enfin, 12 mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm modèle 1914, remplacées par des modèles 1929 de 13,2 mm et renforcées par 4 supplémentaires en 1936. L'armement anti-aérien peut sembler modeste, mais à cette époque, il n'y avait pas encore eu d'attaque aérienne sérieuse sur un navire. La menace aérienne ne sera vraiment prise en compte qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, il est armé de 4 tubes lance-torpilles de 550 mm que l'on ne s'attend vraiment pas à trouver sur un porte-avions. Apprenant des leçons de la guerre, lors de la refonte de 1943-1944, la totalité de l'armement est remplacée par des armes américaines, améliorant nettement la défense anti-aérienne. On trouve ainsi 4 canons polyvalents de 127 mm, 24 canons quadruples anti-aériens de 27,9 mm et 26 canons simples anti-aériens Oerlikon de 20 mm. Le pont est raccourci à ses extrémités pour ajouter une partie de cet armement. Certaines pièces sont également installées en encorbellement au-dessus de la plage arrière. Le Béarn s'illustre par un blindage très important pour un porte-avions, représentant environ 5000 tonnes, soit 1/5 du déplacement. Une partie de ce blindage ayant déjà été installée lorsque sa construction en cuirassé fut interrompue, le porte-avions conserve cet héritage structurel.
Le blindage horizontal est ainsi constitué de 3 niveaux. Le pont d'envol avec ses 24 mm, le pont principal 2,50 m au-dessus de la flottaison avec également 24 mm en moyenne, et surtout le pont inférieur hérité du cuirassé qui protège les installations vitales avec 28 à 70 mm. Pour la protection verticale, on trouve une ceinture allant jusqu'à 83 mm, s'étendant de 2,35 m au-dessus de la ligne de flottaison jusqu'à 3,12 m en dessous. En complément, les soutes à charbon protégeant les côtés sous-marins des chaufferies sont étendues pour couvrir les salles des machines, les réservoirs de carburant et les soutes à munitions. La marine craignant que la cloison anti-torpille d'origine ne résiste pas aux torpilles modernes, désormais bien plus puissantes que lors de la conception des Normandies. Pour la propulsion, le diesel, encore trop peu fiable et performant, fut rapidement écarté. En revanche, les partisans du tout turbine à vapeur et ceux du mixte turbine-machine alternative se livrèrent à d'interminables débats. Sans entrer dans les détails, les turbines à vapeur étaient plus modernes, plus souples et efficaces en vitesse de croisière, alors que les machines alternatives sont plus résistantes, simples d'utilisation et efficaces à faible vitesse, mais plus lourdes et encombrantes. Finalement, le choix se porte sur une solution mixte, comme prévu pour les Normandies. Techniquement, il ne s'agit pas de la solution optimale, cette architecture étant lourde et volumineuse comparée à la puissance obtenue. Mais elle présente un avantage décisif. Elle repose en grande partie sur des composants déjà disponibles après l'abandon des Normandies, ce qui permet de réduire considérablement les coûts et les délais. Le Béarn se retrouve ainsi avec 2 turbines Parsons développant 22 500 chevaux et 2 machines alternatives à triple expansion de 15 000 chevaux alimentées par 12 chaudières Normands du Temple. Ce qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 21,5 nœuds et une vitesse de croisière de 10 à 15 nœuds. Ce qui n'est finalement pas très élevé. En comparaison, le Kaga japonais, également converti à partir d'un cuirassé, atteint presque 28 nœuds maximum et le HMS Eagle 24 nœuds. Cependant, lors de sa conception, cette vitesse était jugée suffisante, le Béarn devant évoluer au sein d'une escadre. Les cuirassés français les plus rapides de l'époque, la classe Bretagne, atteignaient 20 nœuds maximum. Mais bien sûr, cela deviendra problématique avec l'arrivée de navires plus rapides. Le Dunkerque atteindra près de 30 nœuds et le Richelieu 32. De même, les progrès de l'aviation rendront rapidement cette vitesse insuffisante. Au niveau de l'autonomie, il embarque 2100 tonnes de fuel, lui donnant une autonomie de 6300 nautiques à une vitesse de croisière de 10 nœuds et 1700 nautiques à 18 nœuds. Lors de la refonte de 1944, le charbon protecteur fut retiré et les soutes à charbon converties en réservoirs de pétrole, lui donnant une autonomie de 7800 nautiques à 10 nœuds et 4500 à 18 nœuds. Ce qui reste assez limité. Le Kaga avait une autonomie de 10 000 nautiques à 15 nœuds et le HMS Glorious 6 000 nautiques à 16 nœuds. En rapport avec la propulsion, les concepteurs sont confrontés à un défi nouveau. Comment faire pour que les gaz et les fumées ne gênent pas les opérations aériennes? C'était alors la grande question que toutes les marines qui s'intéressaient aux porte-avions se posaient, et chacun testa des solutions différentes. Sur le Béarn, les ingénieurs conçoivent une grande chambre de mélange ventilée, à tribord sous la cheminée, percée d'entrées d'air permettant de diluer les gaz d'échappement avec l'air extérieur, dans l'objectif de réduire les turbulences au-dessus du pont et de limiter la densité de la fumée. La cheminée culmine également à 15 mètres de haut pour évacuer les émanations à distance. Elle sera modifiée lors de la refonte de 1934 avec l'ajout d'entrées d'air supplémentaires. Pour compenser le poids décentré, un contrepoint en béton de 400 tonnes fut ajouté à bâbord. Le Béarn entre finalement en service le 1er mai 1928 et est affecté à la première escadre de la Méditerranée basée à Toulon. Il est le premier navire capital français mis en service depuis la fin de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, ses capacités et performances sont équivalentes aux porte-avions des autres marines. Il peut même se vanter de son important blindage. Pour un navire expérimental, c'est donc une réussite. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait, loin de là. Dès la première année, les inconvénients de sa faible vitesse apparaissent. Lors d'un exercice avec la flotte, il lance 2 avions en se tournant face au vent. Mais il lui faut ensuite plus d'1 heure pour rejoindre l'escadre, qui navigue pourtant à seulement 12 nœuds. Ce problème de vitesse ne fera que s'aggraver avec le temps et la modernisation de la flotte.
Son capitaine regrette également un pont d'envol trop petit et des ascenseurs et hangars trop spécialisés. Sa stabilité est également discutable. Son centre de gravité, malgré l'ajout de 460 tonnes de lest, restant trop haut. Le contrepoids censé compenser le poids de l'îlot décalé est également insuffisant, et la prise au vent de sa haute cheminée n'arrange rien. En raison de sa nature expérimentale, le Béarn est donc régulièrement immobilisé pour modification. Dès décembre 1928, il subit un premier carénage où son système de brin d'arrêt est modernisé et son pont avant incliné de 4,5 degrés vers le bas. Il revient en service en mars 1929 et participe à des exercices en Méditerranée. Fin octobre, son aviation mène des missions de reconnaissance dans le sud du Maroc pour intimider les tribus berbères révoltées. Il enchaîne ensuite plusieurs croisières d'entraînement en Méditerranée les années suivantes, durant lesquelles son aviation s'entraîne à la reconnaissance et à l'attaque de navires. Mais en janvier 1931, il a déjà de gros problèmes. Les portes à clapet de l'ascenseur central sont bloquées, et les chaudières en mauvais état limitent à seulement 15 nœuds. La marine étudie alors la possibilité d'une reconstruction majeure, avec le remplacement des chaudières et des turbines, des modifications de l'ascenseur avant et l'installation de renflements anti-torpilles. Il est calculé que de nouvelles turbines et chaudières lui donneraient une vitesse de 23,4 nœuds, mais le renflement ferait retomber à 22,3 nœuds. Dans les deux cas, ce ne serait pas suffisant pour opérer avec les nouveaux cuirassés de classe Dunkerque. La marine juge alors inutile d'investir dans une coque vieille de 20 ans et n'autorise que le remplacement des chaudières, la suppression des tubes lance-torpilles et le remplacement des mitrailleuses de 8 mm par des 13,2 mm. Les installations aéronautiques sont également modifiées. Ces longs travaux dureront de février 1934 à novembre 1935. Il retrouve ainsi sa vitesse d'origine alors que la cadence des opérations aériennes est augmentée et que l'appontage de nuit devient possible. En octobre 1936, il est réaffecté à l'escadrille de l'Atlantique basée à Brest. Il doit désormais opérer aux côtés de navires modernes et rapides. Sa faible vitesse devient alors très problématique. Pourtant, il reste désespérément le seul porte-avions français. Si le programme de 1922 prévoyait bien la construction de 2 porte-avions de 30 000 tonnes, dont un devant le remplacer, ils ne virent jamais le jour. Entre 1932 et 1935, 4 autres projets sont abandonnés. La marine française reste en effet hésitante sur l'intérêt du porte-avions et ne dispose pas encore d'une doctrine d'emploi claire. De plus, les priorités budgétaires vont toujours au cuirassé. Le Dunkerque est mis sur cale en décembre 1932 et le Richelieu en octobre 1935. Ainsi, tandis que les marines japonaises, américaines et britanniques ont déjà structuré leurs forces aéronavales, la France prend du retard. Mais en juin 1935, un accord avec la Grande-Bretagne autorise l'Allemagne à construire 2 porte-avions. En réaction, un nouveau porte-avions est conçu. Il profitera de l'expérience du Béarn, fera 23 000 tonnes pour une vitesse de 30 nœuds et un groupe aérien doublé avec 40 appareils. Mais encore une fois, les limites budgétaires font qu'il reste secondaire face au cuirassé. Pour donner une idée, un seul de ces porte-avions, avec ses appareils, coûte autant qu'un cuirassé de 35 000 tonnes ou 3 croiseurs lourds. Une dépense loin d'être anodine. Pendant ce temps, le Béarn retourne en carénage de juillet à septembre 1937. Les travaux sont accélérés en raison de la montée des tensions en Europe liée à la crise de Munich. La construction de son successeur, le Joffre, est finalement lancée en 1938 pour une entrée en service prévue en 1943. Mais malheureusement, l'histoire en décida autrement. Après la déclaration de guerre française à l'Allemagne le 5 octobre 1939, le Béarn est affecté à la force L, avec le cuirassé Dunkerque et 3 croiseurs chargés de rechercher les navires allemands aux Antilles. Mais en réalité, il reste à Brest, la marine considérant qu'il est trop dépassé et lent pour remplir ses missions. Il est alors converti en ravitailleur d'hydravions, ce qui est tout de même assez ironique. Désormais sans navire, ses escadrilles sont transférées à terre. Il sert une dernière fois comme porte-avions pour l'entraînement aux appontages dans l'attente du Joffre en mai 1940, avant d'être déclassé comme simple transport. Le 18 mai, l'équipage charge 147 tonnes d'or de la Banque de France, destinées à payer les armes achetées aux États-Unis, alors encore neutres.
Après un passage par Casablanca le 21 mai, il retrouve les croiseurs Jeanne d'Arc et Émile Bertin, qui transportent également de l'or à l'ouest de Madère le 25. La flottille arrive le 15 juin à Halifax au Canada pour récupérer les avions commandés aux États-Unis. Une fois les appareils chargés, le Béarn, escorté par la Jeanne d'Arc, repart pour la France. Mais la situation sur le front évolue extrêmement vite. Le 20 juin, les Allemands occupent déjà le port de Brest. Les navires reçoivent alors l'ordre de se dérouter vers Fort-de-France en Martinique, aux Antilles françaises. Ils y arrivent le 27 juin. Entre-temps, la France a signé l'armistice le 22. Les navires sont alors internés, sous pression des États-Unis, encore neutres mais soucieux d'éviter que la flotte ne tombe entre les mains de l'Allemagne. Avec l'armistice, la France est divisée entre la zone occupée par l'Allemagne et la zone libre, administrée par le régime de Vichy, incluant les colonies d'outre-mer. À l'autre bout du monde, les tensions montent avec la Thaïlande et le Japon autour de l'Indochine française. Si bien que fin 1940, Vichy négocie avec les Américains pour y envoyer le Béarn et les avions qu'il transporte. Les États-Unis acceptent, mais les autorités allemandes qui supervisent les décisions de Vichy demandent un transfert vers l'Afrique, ce que les Américains refusent. La situation reste ainsi figée pendant plusieurs années. Mais à partir d'avril 1942, la situation évolue brusquement lorsque Pierre Laval, partisan de la collaboration, devient chef du gouvernement français. Les États-Unis s'inquiètent et font pression pour immobiliser le navire. 4 de ses 6 chaudières sont alors neutralisées et son armement est débarqué. En mai 1943, c'est le gouvernement de Vichy qui ordonne le sabotage des navires aux Antilles et le Béarn est échoué à Fort-de-France. Le 14 juillet, les Antilles françaises rejoignent la France libre. Le Béarn est alors transféré aux forces navales françaises libres, renfloué le 8 septembre et remorqué vers Porto Rico pour des réparations d'urgence, avant d'être envoyé au chantier naval de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis où il arrive le 3 décembre. Vu son âge et ses capacités limitées, il est décidé de ne pas engager une conversion longue et coûteuse en porte-avions d'escorte. Il est transformé en simple transporteur. Cependant, les difficultés s'accumulent. Manque de matériaux, pénurie de main-d'œuvre qualifiée et faible familiarité avec les équipements français ralentissent fortement les travaux. Initialement prévus pour le 1er septembre 1944, ils ne sont achevés que le 30 décembre. Mais le destin s'acharne encore. Après avoir quitté New York le 7 mars 1945 avec un chargement de soldats et d'avions américains en direction de l'Europe, le matin du 13 mars, il perd brièvement de la puissance par mauvais temps et entre en collision avec un transport de troupes. L'impact tue 69 hommes à bord du transport et 4 sur le Béarn. Endommagé, il rejoint les Açores pour des réparations d'urgence avant de gagner Casablanca pour une remise en état plus lourde qui dure du 15 mars au 18 juillet 1945. Ainsi, le Béarn termine la guerre sans avoir eu l'occasion de participer à une seule bataille, mais au moins, il survit. Mais la fin de la guerre ne met pas un terme à la carrière du Béarn. Durant le conflit, le Japon avait envahi l'Indochine française et démantelé le gouvernement colonial. Lorsque le Japon capitule le 2 septembre 1945, la République démocratique du Vietnam proclame son indépendance. La France tente alors de réaffirmer son contrôle sur l'Indochine. Dans ce contexte, le Béarn est mobilisé pour transporter hommes, avions et matériel depuis Marseille vers l'Extrême-Orient, où il arrive fin octobre 1945. Pendant plus d'1 an, il assure des rotations entre les différents ports d'Indochine et sert de navire-hôpital. Le 10 juin 1946, il est temps pour lui de retourner au pays, rapatriant 400 blessés à Toulon où il arrive le 23 juillet 1946. Mis en réserve le 1er octobre, il est relégué au rôle de navire-caserne pour les sous-mariniers à Toulon. Rôle qu'il gardera plusieurs décennies jusqu'à ce que ses coûts d'entretien deviennent trop élevés, rendant plus rentable la construction d'installations à terre. Finalement, en mars 1967, après 40 ans de service dans la Marine nationale, le Béarn est rayé des listes. Il est vendu à la ferraille en septembre de la même année, puis démantelé en Italie en 1968. Ainsi s'achève l'histoire du premier porte-avions français, qui n'aura jamais eu l'occasion de lancer un seul avion au combat. En 1940, il ne pouvait plus être considéré comme un véritable porte-avions au regard de l'évolution rapide des doctrines et des technologies. Handicapé par ses origines de cuirassé de 1913, sa faible vitesse et des avions souvent obsolètes dès leur adoption.
Mais il fut avant tout un navire expérimental, qui permit à la marine française de découvrir, tester et comprendre un domaine entièrement nouveau, l'aviation embarquée. Il fut le premier pas de la France dans l'ère de l'aéronaval. Resté le seul porte-avions français jusqu'en 1946, avec l'arrivée du Dixmude, ancien porte-avions d'escorte britannique, il demeurera le seul porte-avions de conception française jusqu'à l'entrée en service du Clemenceau en 1961. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.